Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Il est l'heure, Mon Senior. C'est une émission où nous parlons des initiatives du département de la Loire. Et au sommaire de ce numéro, nous allons nous rendre au sein de la bibliothèque sonore de Saint-Étienne qui fête ses 50 ans. Vous allez voir, nous allons rencontrer un audiolecteur ainsi qu'une donneuse de voix. C'est une personne qui donne de son temps. Nous allons voir un café multiservice, c'est du côté de Chambeuf qui a ouvert au mois d'août dernier. Le Café Ragé a ouvert ses portes et c'est Audrey Vigourou qui nous ouvrira les portes de son café. Nous parlerons de discrimination liée à l'âge, ça se passe du côté de Saint-Chamond. La ville s'implique dans la vie de ses aînés et met en place des ateliers comme celui-ci pour parler de l'agisme. Enfin, nous irons direction Servières, à la Maison des Grenadières qui fête ses 20 ans et nous allons rencontrer une jeune brodeuse au fil d'or. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Monique Garnier, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup de choses à raconter sur vous, Monique Garnier. Monique Garnier, on va commencer ainsi l'introduction. Il y a 60 ans, ça date. Monique Garnier, il y a 60 ans, vous entrez après le baccalauréat et vous entrez chez Manu France. Chez Manu France, la grande entreprise stéphanoise qui est connue quand même nationalement. Vous entrez... comme ça, c'est pas vraiment un vrai travail. Vous allez y rester 18 ans. Vous pouvez me raconter pourquoi vous y rentrez ? Voilà, je rentre après le bac à Manu France parce que mes parents voulaient que j'aille à la fac et comme mon père était mineur, ça coûtait cher pour eux. Donc j'ai pris ce travail à Manu France en me disant, c'est un travail d'employé aux écritures tout à fait basique, en me disant je vais rester quelque temps puis je ferai autre chose. Et finalement, je suis restée 18 ans. 18 ans. Vous allez adhérer à la CGT assez rapidement, hein, vous allez être syndicaliste. Pour quelles raisons vous avez envie de vous engager ? Est-ce que vous êtes militante depuis déjà un certain nombre d'années ? Est-ce que vous avez baigné dans une ambiance de militantisme ? Comment ça se passe ? Eh bien, disons que quand je suis rentrée à Manu France, j'étais pas militante, mais effectivement, mon père, en étant dans les mines et mineurs de fond, il y avait, disons, déjà une lutte chez les mineurs qui était très solidaire entre eux. Donc, je pense que je l'avais en moi, mais ça s'était pas révélé encore. Disons que ça s'est révélé quand j'ai constaté une injustice dans un service, alors que j'étais pas déléguée. C'est moi qui suis allée le régler avec le chef de service. Et c'est là que le syndicat m'a repéré. Alors, très vite, vous allez gravir les échelons au sein de la CGT, jusqu'à arriver, je dirais, un peu au summum, c'est-à-dire vous êtes secrétaire du comité central de Manu France, et c'est là où vous arrivez et où on va beaucoup vous voir et entendre votre voix. C'est qu'en 77, il y a la lutte chez Manu France, vous êtes donc propulsé, vous en êtes la porte-parole quelque part, hein, c'est vous qui portez la parole. Comment ça se passe ? Comment vous gérez en fait tout ce monde ? Comment vous essayez de... Je suis déjà la porte-parole de l'intersyndicale, c'est-à-dire que je représente l'ensemble des organisations syndicales et je le gère très facilement parce que j'avais une bonne équipe autour de moi et les salariés, je pense que j'avais une forte conviction, ouais, puisque les salariés me suivaient. Et suivaient mes consignes. Il fallait gérer 4000 personnes, vous aviez sous votre coupelle, j'ai envie de dire. Il y avait 3000 à Saint-Étienne et 1000 dans les magasins de vente. D'accord. Donc vous parliez avec les employés et vous parliez aussi avec les patrons, les politiciens. Bien sûr, puisque à Manu France, il y avait la mairie qui avait 30% d'actions. Et donc, c'était politisé dès le départ. Ça vous plaisait, ça, de ce côté... je suis pas une politique. Non, je suis pas une politique. Je suis une syndicaliste. Une syndicaliste. Vous êtes devenue une syndicaliste quelque part. Je suis devenue une syndicaliste et je pense que j'ai gardé un fil rouge tout au long de ma vie. J'ai plus été au syndicat après Manu France. J'ai plus d'adhésion à un syndicat, mais je suis dans le fond syndicaliste. Monique Garnier, on va passer à un reportage. Vous allez voir. Est-ce que vous connaissez les bibliothèques sonores ?
Non, je connais la bibliothèque, la médiathèque. Ma bibliothèque sonore, je ne connais pas. Alors, la bibliothèque sonore, vous allez voir, c'est pour les personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes, voire même dyslexiques. La bibliothèque sonore de Saint-Étienne fête cette année ses 50 ans et nous avons souhaité rencontrer les personnes qui la faisaient fonctionner, à savoir les donneurs de voix. Ce sont des personnes qui donnent de leur temps pour les personnes malvoyantes afin d'écouter des livres. Je suis Jean-Claude, je suis un audiolecteur de la bibliothèque sonore de Saint-Étienne où je viens régulièrement depuis presque 10 ans maintenant et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y venir. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît me mettre sur ma clé USB un livre de Aurélie Ballogne qui s'appelle La cerise sur le gâteau? C'est aussi ça la transmission des valeurs, l'héritage. Ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures ? Ah, des livres, j'en écoute beaucoup, moi, parce que c'est quand même une des occupations principales pour les non-voyants. J'en écoute une 50aine par an, à peu près, environ un par semaine. C'est très variable, parce qu'il y a des livres qui sont très longs, qui peuvent durer 14-15 heures, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus courts, 4 heures, voire même 3 heures. Elle avait aussi des amis, Charlotte. Elle prenait des bains de mer à Gruissant, elle allait au théâtre, elle voyageait dès qu'elle en avait envie. Comment eût-elle oublié ce voyage en Italie en compagnie de Louis ? Elle prenait des... Je suis Michel, une ancienne donneuse de voix depuis très longtemps et depuis quelques années, je m'occupe uniquement de la formation des futurs donneurs de voix. On part du principe que les audiolecteurs ne peuvent pas voir cette illustration, donc tout simplement, on passe. Pour être donneur de voix, il faut être patient, il faut être persévérant et il faut du temps. Donner sa voix, ça s'apprend, mais l'avantage dans cette association, quand un nouveau donneur de voix vient, c'est que on le met sous tutelle, c'est-à-dire on va le guider et on va le suivre dans tout le cheminement jusqu'à ce qu'il soit opérationnel. L'association a été créée en 1972, donc on va fêter le 50e anniversaire. Et à Saint-Étienne, la bibliothèque sonore a été créée par le Lions Club en 1978. Nous avons pratiquement 1000 audiolecteurs sur Saint-Étienne, 150 audiolecteurs adultes et près de 800 audiolecteurs scolaires, puisque les scolaires qui souffrent de troubles 10 peuvent utiliser et emprunter des livres à la bibliothèque sonore. Et une quinzaine, une vingtaine de donneurs de voix qui enregistrent des livres à raison de 1 livre, 2 livres, 3 livres par an. Voilà, maintenant vous connaîtrez la bibliothèque sonore, oui. Monique Garnier. Je redis un petit peu qui vous êtes. Vous êtes l'ancienne porte-parole de l'intersyndicale à l'époque de Manu France, dans les années 80, on va dire, plutôt. Oui. Donc on vous voit beaucoup à cette époque, Monique Garnier, on voit beaucoup à la télé, on voit beaucoup votre nom dans la presse écrite, dans les journaux locaux et aussi nationaux. Certains journalistes dans la presse vous qualifient de passionnariat, un terme qui n'est pas très joli. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce que vous vous battez pour... des employés pour toute une entreprise. À côté de ça, voilà, il y a parfois un peu des mots qui sont un peu violents. Oui, je pense que quand même la presse a été assez violente, même au niveau politique. Certains journaux m'avaient traité de communiste, alors que j'ai jamais adhéré à un parti à quelques partis politiques que ce soit. Je suis une syndicaliste et pas une politique. Et d'ailleurs, j'avais demandé un droit de réponse qu'on m'a passé, mais il fallait quand même que je surveille tout ce qui était écrit parce que c'était pas facile à gérer. Oui, parce que vous étiez vraiment sur les devants de la scène, parce que c'est vous les employés vous parlez, vous essayez un peu de réexpliquer au patron, aux politiciens, qu'est-ce que la colère qui remontait des employés, c'était ça vraiment votre boulot à ce moment-là. Ce qui m'intéressait surtout dans la presse et dans les médias, c'était que je pouvais faire passer le message. Vous êtes la première femme, me semble-t-il, à avoir ce poste à l'intersyndicale de porte-parole au sein d'un grand groupe industriel. D'être une femme, est-ce que ça a été parfois dur ? Est-ce que vous êtes pris des coups à cause de cela ? Pas du tout. Je ne l'ai pas du tout ressenti comme tel. Non, je travaillais très bien avec les hommes. Je les respectais, ils me respectaient. Non, je n'ai pas eu de problème
j'ai pas eu de problème en tant que femme. Ça vous a même aidé peut-être sur certains Oui, je points? pense que ça m'a aidé. Surtout pour discuter avec les patrons. Ouais. Et comment on discute avec les patrons Vous étiez jeune, hein? J'étais très négociatrice, c'est-à-dire j'étais plus dans la négociation que dans les coups de gueule. Hein. C'était plus de la négociation que je faisais. Vous étiez à l'écoute. Oui, j'étais à l'écoute. Et à l'époque, vous aviez quel âge quand même? Il faut dire que vous étiez une jeune femme. Ah oui, j'avais entre 35 et 38. Ouais. Je me suis arrêtée à 38 ans. Déjà, la volonté de défendre était bien présente. Ah oui, complètement. D'ailleurs, si j'ai tenu le coup, c'est parce que j'y croyais. Tant qu'on y croit, moi je défends ce que je crois. Le jour où j'ai plus cru, je suis partie. J'ai démissionné. Monique Garnier, une petite question qui n'a pas forcément à voir avec votre carrière. Est-ce que vous aimez bien aller vous balader dans la Loire, à la découverte de jolis petits villages, rencontrer des gens? Oui, j'aime beaucoup me promener. Il y a des villages sympas tout au long du département. Bon, je vous demande cela parce qu'on va désormais aller du côté de Chambeuf avec le Café Ragé. Le Café Ragé a appartenu à la même famille depuis 80 ans. Il a fermé en 2017 et c'est Audrey Vigourou qui a réouvert ce café au mois d'août dernier. C'est notre hôte, vous allez voir, elle a ouvert un café multiservice, on peut boire un petit coup, on peut acheter son pain, c'est formidable. C'est vraiment un lieu de convivialité qu'on a voulu faire renaître auprès de la commune. En fait, il faut savoir que donc, le bâtiment Raget, là où se trouve maintenant le café, historiquement, il y avait déjà un café. Le café Raget qui existait, qui était fermé depuis plus de 20 ans maintenant. Et du coup, c'était une volonté de la commune de relancer un petit peu ce lieu où il y avait déjà eu par le passé beaucoup d'animations et qui n'existe plus parce qu'il n'y avait plus de commerce maintenant dans la commune. Moi, j'habite aussi la commune. Depuis 2000, j'étais installée avec mes parents et mes frères ici et même nous, étant jeunes, on disait c'est dommage qu'il n'y ait pas de commerce, même pour aller récupérer le pain, il y avait des dépôts de pain, mais c'était pas tout le temps ouvert, on savait pas bien, donc oui, c'était vraiment une demande et une attente de la part des habitants. Je le vois même maintenant aujourd'hui, tous les jours j'ai du passage, c'est pas tout le temps rempli, bondé, mais voilà, en tout cas il y a toujours un va-et-vient continuel. Bonjour jeune homme. Bonjour. Et bonjour madame. Oui, c'était un gros manque parce que il y avait plus rien. Donc, alors moi, on a du pain et épicerie, puis surtout un lieu de convivialité parce que les gens se connaissaient pas, à part à l'école, sortie d'école. Mais bon, c'est vrai qu'un lieu commun où on fait des belles rencontres d'ailleurs. Et ça manquait dans le village où il fallait aller à Vosges, Saint-Galmier. Et là, ça rapproche les gens et c'est super. Donc je fais un dépôt de pain, je travaille avec la boulangerie de Vosges, Monsieur Pupier, qui est très réputé dans le coin et c'est vrai que les habitants de Chambeuf aiment beaucoup leurs baguettes. Donc moi je propose un type de pain, après il y en a d'autres sur commande pour m'éviter moi au niveau de la gestion des stocks. Et vu que mes pertes sont des pertes et c'est moi qui vais les récupérer tous les matins. Donc j'essaie d'être au plus juste au niveau des quantités. De la viennoiserie qui est possible aussi tous les matins avec croissant, pain au chocolat, voilà une petite offre dépôt de pain. Après j'ai une offre épicerie locale et de dépannage. Voilà, parce que c'était assez demandé aussi. La partie bar, avec l'alcool, j'ai de la licence 4 qui a été rachetée par la commune, qui appartient à la commune. Et après, un service de journal, et qu'est-ce que j'oublie? Et des petits ateliers, des petits événements de temps en temps. Monique Garnier, pour vous, Manu France, ça s'arrête en 1981. Vous claquez la porte, vous partez en fait. Ça se passe comme ça. Oui, je pars en démission. Pourquoi? Parce que là, Parce que je ne crois pas du tout à la SCOP. La SCOP, alors, réexpliquez ce que c'est. C'est la coopérative qui a été montée après Manu France, qui devait reprendre les activités de Manu France. Mais la manière dont elle était prévue, je ne croyais pas qu'elle puisse marcher. Donc, quand je me suis battue tant que j'y ai cru. Le jour où j'ai plus cru, j'ai préféré partir. Comment on rebondit après une telle expérience humaine dans votre vie pro? Comment ça se passe en fait là? Mais déjà, disons que pendant 6 mois, j'ai été très très fatiguée. Je me suis occupée de ma fille, j'ai pas cherché de travail. Ah oui. J'étais vraiment femme au foyer. Là, vous vous retrouviez. J'étais femme au foyer. Puis, ça vous a fait du bien. Je suis partie en février, donc il y a eu l'été. Et dès l'automne, je me suis remobilisée et je suis repartie. Mais j'ai eu des problèmes pour aller dans des entreprises privées parce que les patrons de la Loire
me connaissait un peu avec le couteau entre les dents, compte tenu de l'image que m'avait donnée la presse et les médias. Donc, j'ai très vite compris que je ne rentrerai pas dans une entreprise privée. J'ai passé des concours dans l'administration et j'ai réussi celui de la NPE. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai passé. Alors, dans quel domaine, globalement, Monique Garnier, vous travaillez? Vous continuez à travailler pour aider les gens dans le côté social, ou est-ce que vous prenez carrément une autre direction? Non, le social a été mon fil rouge tout au long de ma carrière professionnelle. Non, je suis restée dans le social. À l'NPE, d'ailleurs, au départ, j'étais au public. C'était pénible parce que je m'investissais trop. C'est vrai qu'il faut prendre du recul, sinon on ne tient pas le coup. Mais très rapidement, je suis montée aussi dans les grades de l'NPE et j'étais plus au public après. Ministère du Travail, vous avez fait un petit... Oui, je suis restée 7 ans à l'NPE, 5 ans j'ai accompli une mission au ministère du Travail sur la formation, là, avec des jeunes qui étaient en exclusion scolaire et qu'on amenait au CAP. C'est ce qui vous plaît, travailler pour aider des gens? C'est vraiment, ça fait partie vraiment de votre ADN, Monique Garnier? C'est ça, oui, c'est ça. J'aime pouvoir aider. Quand je le peux, ce que je peux faire, je le fais. On va continuer de parler après le reportage là de aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Oui. D'accord. Mais avant cela, on va prendre une toute autre direction. Direction Saint-Chamond, la ville de Saint-Chamond, dans le sud du département de la Loire, la ville de Saint-Chamond, qui est labellisée Ville des aînés depuis 2019. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, dans la Loire, en fait, il y en a deux, Saint-Chamond et Saint-Étienne. Et en fait, ce sont des villes qui s'impliquent véritablement dans des politiques publiques innovantes et exigeantes, construites avec et pour les aînés. Et donc à Saint-Chamond, on valorise les aînés, notamment grâce à des ateliers comme celui que l'on va découvrir, où des personnes seniors et des plus jeunes parlent de la discrimination liée à l'âge. On appelle cela l'agisme. Non, mais je trouve ça injuste parce qu'ils se sont mal comportés. Aujourd'hui, nous avons entrepris notre deuxième action de lutte contre l'agisme, mais il y a une rencontre intergénérationnelle qui réunit à la fois des jeunes du Conseil consultatif de la jeunesse, des adultes et des retraités de notre ville. C'est une rencontre intergénérationnelle avec des adolescents, des adultes, des retraités, des seniors, afin d'échanger sur la place de chaque génération dans la société et chacun comment chacun vit aussi son époque et son âge et ses difficultés qu'on peut rencontrer, et voir qu'il y a certaines choses qu'on vit en fait, peu importe l'âge finalement. Recevoir le jeune dans son bureau pour lui faire passer un entretien d'embauche. Mais le recruteur, il est quand même vachement inquiet parce que le jeune, il est trop jeune. Il considère qu'il est trop jeune pour ce poste. Alors l'agisme, c'est les discriminations liées à l'âge, donc c'est tout ce qui est stéréotypes, préjugés, comportements discriminatoires en lien avec l'âge. Donc ça veut dire que ça concerne en fait également les plus jeunes et les plus âgés. Il y a de l'agisme envers les jeunes et il y a de l'agisme envers les personnes âgées. Par contre, on sait dans les chiffres que les personnes qui souffrent le plus d'agisme, c'est les personnes âgées. Depuis 2015, la ville de Saint-Chamond a souhaité faire de l'agisme une de ses priorités. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans une démarche auprès du réseau francophone Ville Amie des Aînés et que nous avons obtenu en septembre 2019 le label Saint-Chamond Ville Amie des Aînés. C'est bien parce qu'on rencontre toutes sortes de personnes et puis les jeunes. On voit qu'ils ont des problèmes comme nous, les personnes âgées, de toute façon. Pas dans le même sens, mais c'est difficile aussi pour eux, comme ça a été difficile pour nous. Et en faisant des activités comme ça, je comprends mieux c'est quoi l'agisme, ce qu'il y a et pourquoi ça s'est créé. Les vieux et les jeunes, on est tous humains et c'est la même chose pour moi. L'agisme, ça parle aussi de la discrimination liée à l'âge, Monique Garnier. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Vous n'avez pas été confrontée à cela encore? Non, parce que j'ai une bonne santé pour le moment. Je suis encore en bonne santé. Vous avez la chance d'être en bonne santé, ce qui vous permet de faire des voyages. Il y a un voyage qui vous a marqué récemment dans votre vie, un voyage qui vous a demandé un peu d'être dans le challenge, dans le défi. Oui, je suis partie avec ma fille et ma petite-fille au Vietnam, sac à dos toutes les trois. Très dur, parce que on a beaucoup marché, on s'est beaucoup déplacé, on est resté quand même 3 semaines au Vietnam, et
On s'est déplacés tous les 2 jours. Ouais. Le défi, c'est quelque chose... Alors bien sûr, il y avait la carrière professionnelle, hein, vous aimiez le défi, mais même dans votre vie de tous les jours, vous êtes une personne qui aimait vous renouveler, qui aimait pas être dans la routine, dans le plan-plan. Ben non, j'aime beaucoup faire du sport, déjà. J'aime marcher, j'aime nager, j'aime faire de la gymnastique. Si, je suis très occupée, hein. Je suis une personne très, très occupée. Ouais. Ça vous change de... Bon, maintenant, il y a 60 ans, comment c'était, mais finalement, vous arrivez à vous créer votre propre vie active, j'ai envie de dire, même si vous êtes à la retraite. Complètement. Je suis veuve depuis 10 ans, mais je peux vous dire que mes amis, pour prendre rendez-vous, souvent, c'est compliqué. Ça a été compliqué. Dans la Loire, dans quel coin vous aimez... vadrouiller, vous promener ou même aller manger au restaurant? Est-ce qu'il y a des territoires que vous aimez bien plus que d'autres? J'aime beaucoup le parc du Pilat, les restaurants qui sont vers la Croix de Chabouret. Voilà, j'aime ce qui est vallonné. Le mot de la fin sur toute cette vie que vous avez eue très active, Manu France, et puis après vos expériences plus professionnelles au sein du ministère du Travail, au sein d'autres associations, c'est quoi le mot de la fin sur toute, si vous regardez comme ça sur votre carrière, vous referiez tout ça ou pas? Ah oui, si c'était à refaire, je le referais. J'irais peut-être encore plus vite. Ouais. Mais pour le moment, là, je suis dans une association qui s'appelle Laser. On organise en partenariat avec le conseil départemental et M. Ziegler un séminaire à l'automne. J'ai été pendant 15 ans présidente de l'association Claire Vivre, donc un foyer de jeunes avec une auberge de jeunesse. Aujourd'hui, j'ai plus que Laser comme activité, disons, en dehors de mes activités personnelles. Mais je veux quand même prendre un petit peu de temps pour moi. Je pense qu'il est quand même le moment d'y penser. Ouais. Est-ce que, juste ma dernière question, vous avez gardé contact avec des gens de Manu France, des employés? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez toujours avec vous? Ah oui, j'ai toujours des gens avec moi, bien sûr. Des gens d'ailleurs qui sont partis en même temps que moi, souvent. D'accord. Merci beaucoup, Monique Garnier, de votre témoignage. Ça a été un réel plaisir de discuter avec vous de toute cette vie, de toute cette carrière qui a été assez fulgurante et puis assez riche également. Merci à vous. Merci. Nous allons regarder un autre reportage. À présent, nous allons parler des brodeuses au fil d'or. Autrefois, on les appelait les grenadières. Elles brodaient minutieusement des grenades sur les képis de gendarmes, par exemple. C'est dans le Haut-Forêt, c'est du côté de Servières, dans un très joli village. Il existe donc l'atelier musée des grenadières qui fête ses 20 ans cette année. Et nous avons rencontré Marine Ferrand, qui est une jeune femme qui brode au fil d'or. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Les grenadières, ça vient de grenades. Donc on brodait des grenades. La maison des grenadières à Servières fait briller ce savoir-faire du Haut-Forêt, la broderie au fil d'or. Alors attention, lorsque l'on parle de grenades, n'y voyez aucune référence ni aux fruits ni à la ville espagnole. En effet, l'une des activités majeures des brodeuses était de réaliser des grenades militaires en explosion pour l'ornement des képis et des uniformes. Une activité développée à la fin du 19e siècle qui connut ses heures de gloire au début du 20e siècle. J'ai été brodeuse pendant 32 ans. J'ai été apprendre un après-midi chez une dame qui brodait. Donc après, et puis de fil en aiguille, M. Artaud m'a donné du travail et c'est parti. Cette technique très particulière se transmet de génération en génération. C'est également auprès de l'une des dernières grenadières que Marine a appris la technique qu'elle perpétue en réalisant régulièrement des démonstrations à la Maison des Grenadières. Donc là, je prépare ma canetille, donc c'est la base de la broderie au fil d'or. La canetille, donc c'est un petit ressort donc, qui est assez fin et assez malléable et très flexible. Et je vais venir ensuite les couper en petits morceaux pour pouvoir venir recouvrir, donc ici sur le travail que je suis en train de faire, sur une découpe en carton. Donc cette découpe en carton va donner le relief à la canetille. Le temps des grenades militaires est à présent révolu. Aujourd'hui, Marine évolue entre tradition et modernité. Je vais plus utiliser le terme de brodeuse au fil d'or ou brodeuse d'art plutôt que de grenadière. Alors je fais encore quelques grenades. Souvent ça va être pour des collectionneurs. Donc là je travaille sur le tricorne d'une préfète.
Donc celui-ci ira pour un collectionneur aussi. Alors l'année 2022, justement c'est les 20 ans, donc on va mettre un grand coup d'accent sur ce musée-là avec toute une programmation. Cette année on va mettre vraiment un accent avec les tout petits. J'ai fait une grosse pièce pour le musée qui était sur une grosse pièce du logo du Bauhaus où il y avait plus d'une 50aine d'heures de travail dessus. Je pense que c'est une des plus grosses pièces que j'ai fait, donc en mélangeant la Kenti, la broderie or et la broderie d'art comme on l'a aujourd'hui avec des paillettes, des perles, du fil. Si vous souhaitez aller voir ce savoir-faire, c'est du côté de Servières et c'est à la Maison des Grenadières. Donc, je vais vous proposer également d'autres idées sorties, c'est dans notre département de la Loire. C'est place à l'agenda. Que vous soyez supporter ou simple curieux, venez revivre les moments forts d'un club de légende, celui de l'AS Saint-Étienne. Grâce au premier musée français consacré au football, le musée des Verts, installé dans un lieu exceptionnel, le stade Geoffroy-Guichard, vous ouvre ses portes sur une toute nouvelle scénographie qui devrait vous séduire. Évoluant avec son temps, la verrerie de Saint-Just-Saint-Rambert, spécialisée dans la fabrication du verre étiré et dans la frite de verre, vous donne rendez-vous aussi pour des visites. Le verre en fusion se transforme en manchon sous l'effet du souffle avant de devenir plaque. Un spectacle étonnant que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et pourquoi pas vous rendre aussi à Pommiers-en-Forêt pour découvrir l'imposant prieuré de Pommiers. 1000 ans d'histoire et d'architecture se dévoilent au cours de la visite en ce lieu aux multiples héritages. Porte ouverte sur les arts, il vous invite à un voyage culturel surprenant pour une visite riche en découvertes. Et du côté de Montbrison, c'est le musée d'Allard qui vous ouvre ses portes sur de multiples curiosités, avec notamment Jouets, une expo sur l'univers de l'enfance à travers des objets des 19e et 20e siècles, et ses célèbres poupées provenant du fonds GG. Et c'est la fin de votre émission. J'ai été ravie de la passer avec vous. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Il est l'heure, Monseigneur.